on va voir que le terminal 4 de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle ne verra jamais le jour et on va voir quelle est la relation entre l'abandon de ce projet et le climat. Comme je vous le disais, la ministre de la Transition écologique a indiqué que le projet de l'extension de l'aéroport était abandonné, en l'occurrence le terminal 4. Il est jugé obsolète à l'heure de la lutte contre le réchauffement climatique pour entrer en conformité avec la loi sur le climat. Alors aussi, j'ai envie d'ajouter de la censure, du retrait des libertés et de la normalisation des nouvelles règles et obligations pour soi-disant sauver le climat. La loi climat, qu'est-ce que c'est? C'est un engagement de réduction des émissions de CO2 de 40% pour la France d'ici à 2030 et qui comprend 65 articles. Bien sûr, ces mesures ne sont pas jugées suffisantes pour les écolos, les activistes et les organisations non gouvernementales, donc à tendance écologiste. Et donc, ce que l'on peut dire, c'est que nous allons vers un CO2 score, tout comme il existe le Nutri-Score. Alors, je ne suis pas nutri-nazi. Manger des frites, ça peut être très intéressant pour partager un repas qui fait plaisir, se faire du bien au palais, etc. Mais mettre un A niveau qualité nutritionnelle, niveau santé sur un produit qui a un indice glycémique de 90-95 qui se rapproche de celui des bonbons ou du sucre rapide, avec en plus des calories vides qui n'apportent rien à l'organisme, c'est quand même profondément malhonnête. Alors, on nous explique que le score a un A parce que, en fait, si on les mangeait avant cuisson et qu'elles étaient pleines de protéines, ça serait bien. Puis avec des fibres aussi, pourquoi pas. Parce que c'est vrai que des frites avec des fibres et plus des protéines. Donc je sais pas comment on peut le faire, il faudra m'expliquer. Et en plus, avant cuisson, ça doit être très, très cool et sympa. Donc en fait, ce ne sont plus des frites, c'est je ne sais même plus quoi. Donc voilà encore aux aberrations où on en arrive avec des calculs qui sont complètement arbitraires et comment on arrive à faire penser au commun des mortels en fait qu'un produit est sain alors que finalement comme je disais il n'a ni fibres ni vitamines ni rien du tout, c'est juste un morceau de sucre. Le parallèle entre le Nutri-Score et le CO2 score est donc tentant et nous montre comment avec des calculs orientés ou arbitraires on pourra influencer les décideurs. Il s'agit donc pour la ministre de la Transition écologique d'être dans une utilisation plus raisonnée de l'aviation pour amener à une diminution des gaz à effet de serre. La crise sanitaire qui a réduit à sa portion la plus congrue l'aviation a jeté le doute sur la validité des projections, sur l'accroissement continu des flux de voyageurs et donc la nécessité d'adapter les infrastructures. On peut donc dire que le Covid tombe à pic pour aider à réduire encore une fois nos libertés, celles fondamentales selon moi d'aller et de venir. J'entends déjà les voix qui s'élèvent, garant de la bien-pensance, c'est pour sauver le climat. Ces mesures contraignantes et liberticides sont prises alors que le débat sur l'influence du CO2 sur le climat n'est même pas tranché dans le monde de la science, comme le suggèrent les études de Marc Giratelli, les travaux de Svensmark, les publications régulières de Roy Spencer et John Christie, ou les doutes de l'éminente climatologue Judith Curry, contrairement à ce que nous exposent régulièrement les médias traditionnels. Alors, petit rappel, le CO2 n'est pas un polluant, c'est un gaz indispensable à la vie. L'étude de la paléoclimatologie nous montre qu'il n'a jamais été aussi bas que lors de notre ère, même s'il a tendance à remonter depuis les années 1850, s'il a légèrement remonté depuis 1850, passant de 300 particules par million à 400 particules par million actuellement. Il était 5 à 10 fois plus élevé lors du Crétacé, période de profusion et d'exubérance faunique et floristique. Le Crétacé, période des dinosaures, où l'abondance des végétaux de nourriture a permis le gigantisme chez les dinosaures, parce qu'il y avait beaucoup de nourriture pour ces animaux à sang froid. La hausse du CO2 aurait permis, d'après François Gervais, depuis les années 80, une augmentation de la production végétale, équivalente à 3000 milliards d'euros en bénéfices constatés sur 45 plantes représentant 95% de l'alimentation végétale. Lorsque l'on parle seulement du riz pour ces plantes végétales, donc au niveau de l'alimentation, on parle déjà d'un bénéfice de 500 milliards d'euros depuis les années 80 grâce à cette augmentation du CO2.
la pétition de l'Oregon avec plus de 9000 scientifiques signataires dénonçant l'alarmisme sur le climat, et l'affaire du ClimateGate doit nous amener à la prudence quant au trafic d'influence entre politiciens et scientifiques. Consensus versus bourse versus publication. Enfin, le climat a toujours varié, humain ou pas, comme le montre la paléoclimatologie, les études sur l'optimum climatique romain ou encore l'optima climatique médiéval qui a précédé le petit âge glaciaire dont on se remet à peine. Petit âge glaciaire qui s'est fini en 1850 et dont il est facile aussi de faire correspondre le début de la période pré-industrielle. Ce qui est sûr, c'est que l'aviation verte va restreindre encore une fois nos libertés en légitimant le développement de nouvelles industries dites vertes, et que j'ai bien peur, nous n'aurons encore une fois de vert que la couleur des billets qu'elles vont engendrer. Je rappelle le non-sens écologique de l'éolien, de la voiture électrique, voire des centrales solaires. Mais quoi de plus efficace que de culpabiliser les gens pour les faire adhérer sur la marche à suivre en générant de la peur. Alors répétons ensemble quelques mensonges ou petits arrangements avec la réalité pour qu'ils deviennent un consensus indiscutable et qui au passage permettra de clouer au pilori les scientifiques réfractaires comme Susan Crockford ou Peter Reed lors de la convention d'Oslo par exemple. Ils ont été remerciés de leurs universités respectives pour ne pas être tombés dans l'alarmisme et ne pas donc aller dans le sens un petit peu du consensus sur le fait que l'avenir doit être ou sera catastrophique. Susan Crockford, spécialiste des ours polaires avec plusieurs ouvrages, plusieurs publications, a dit que les ours, leur population était stabilisée et que de toute façon c'était une espèce résiliente parce qu'elle avait vécu de nombreux changements climatiques de par son évolution et le fait qu'elle n'était pas apparue là subitement depuis 3 ans. En ce qui concerne Peter Reed, qui est un spécialiste sur les coraux, il a expliqué que la barrière de corail en Australie se portait bien, que le blanchissement du corail était un phénomène naturel, qu'on n'en observait pas plus maintenant qu'avant, qu'il y avait par exemple des endroits comme effectivement en Guadeloupe où le corail pouvait être en danger, mais c'était dû au tourisme, au piétinement donc des coraux, et que là aussi c'était encore une fois une espèce qui avait l'habitude des variations climatiques parce qu'elle avait plus de 500 millions d'années d'évolution et donc d'ancienneté. Je vous disais, donc je parlais de ces scientifiques, n'oublions pas de montrer de l'index ceux qui oseront simplement questionner cette hystérie globale en les désignant comme sceptiques ou négationnistes, ou au pire dangereux, ou même fous. Pointer du doigt pour faire un doigt d'honneur, les isoler et leur attribuer ce que nous sommes nous-mêmes, des croyants qui nous prenons pour le nombril de la planète en adhérant à notre nouvelle religion, l'écolocentrisme, l'écolo-religion, l'écolo-croyance. Amen.